Dans cet épisode du balado compte complet, Cole a atteint Devers. Ça n'a pas plu au gérant des Red Sox de Boston, compte tenu des succès de Rafael Devers contre Garrett Cole. Et là, but sur balle intentionnelle, un retrait, il n'y a personne sur les buts. Comme je le mentionnais, pas de coup sûr accordé, t'es en quatrième manche. Ça a ouvert la porte, Marc, à une grosse manche, mais on a perdu. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles, fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Usereau et Mark Griffin. Bienvenue à compte complet. Il reste 2 semaines avant la fin de la saison régulière dans le baseball majeur. Alain Usereau en compagnie de Mark Griffin. Les choses se précisent, mais Marc, on va d'abord parler de la situation des Dodgers de Los Angeles, préoccupante quand on parle principalement des lanceurs partants. Et je te dirais, Marc, ça ressemble étrangement à 2022 et 2023, c'est-à-dire que là, on s'apprête à rentrer dans les séries avec un paquet de points d'interrogation. Bon, écoute, Alain, 17 lanceurs partants utilisés par les Dodgers depuis le début de la saison. Ça vous donne une idée qu'on on a peut-être un petit problème. Mais il y a des choses encourageantes. Je comprends absolument ta question. Je suis d'accord avec toi qu'on s'en va en série avec encore qu'est-ce qu'on fait au niveau de nos lanceurs partants. Cependant, Walker Buehler a été quand même plus convaincant dans son départ de dimanche. Ça a pris du temps, mais peut-être a-t-il trouvé ses repères. Yamamoto, il va d'un deuxième départ au cours du début de la semaine à la suite, évidemment, de son retour de la liste des joueurs blessés. Il y a quand même, quelques petites options. La grande chose, Alain, osera-t-on faire lancer Shohei Ohtani? On l'a vu lancer sur les lignes de côté. Il n'a pas l'air d'un gars qui est à 50%. Il a l'air d'un gars qui est pas mal plus proche de 100%. Osera-t-on aller jusque-là? Est-ce que ce sera une possibilité? De toute façon, c'est lance. Il ne va pas lancer des matchs complets, évidemment, là. Mais donc, il y a quand même des petites possibilités. Mais ça reste fragile. Et je suis d'accord avec toi que cette incertitude-là, est-ce que l'attaque peut compenser? Tu sais, je veux bien croire que Ohtani, Betts et Freeman, là, puis Oscar Hernandez et compagnie, mais je trouve qu'on entre encore dans un terrain trop familier pour les Dodgers, alors qu'on n'a pas été capable. Puis peut-être qu'on aurait pu leur dire que Glasnow était fragile avant de lui octroyer ce gros contrat-là, là, mais parce que c'est malheureux, mais c'est sans surprise que Glasnow est maintenant sur la liste des blessés. C'est lui qui a lancé le plus de manches, en fait, là, cette année, mais avec son passé fragile, en fait, ça a explosé en plein visage des Dodgers. Écoute, 2022-2023, on s'est fait sortir en première ronde expressément en raison de cette fragilité chez les lanceurs partants, Marc. C'est du déjà vu. C'est pas compliqué. Même avec la saison de 110 victoires, tu te rappelles, il y a 2 ans, on est entré dans les séries, on n'était même pas des favoris. L'année passée, on s'est fait surprendre par une équipe qui avait 2 gros lanceurs partants sur lesquels on a carburé, soit Kelly et Gallen, auxquels s'est greffé enfin principalement Brandon Pfaadt, qui a été superbe en séries éliminatoires. Et les Dodgers étaient démunis face à cette situation, sans compter que Kershaw était pas en forme, Marc. Puis on s'est fié sur un Lance Lynn qui s'est transformé en lanceur de pratique. Là, t'as parlé de Buehler. Là, écoute, on a entendu les propos ce dimanche du gérant là, des Dodgers à Los Angeles. Puis, il parlait de Buehler, parlait de Bobby Miller. On va avoir besoin de ces gars-là. Ben, écoute, Alain, tu sais, puis c'est pas comme les Dodgers avaient une avance extrêmement confortable. Hein? C'est 3 matchs et demi sur les Padres. Alors, parce que si tu avais eu une avance confortable, tu aurais pu calculer puis tu remontais avec un Flaherty qui est prêt, peut-être un Buehler qui lance mieux, peut-être un Yamamoto. Fait que si tu arrives avec ces 3 gars-là dans un 2-3, un petit peu plus d'espoir que les Dodgers peuvent passer à travers, parce qu'ils ont quand même un excellent personnel de releveur. Tu sais, la 7, 8, 9e manche, là, je pense que les Dodgers sont quand même assez bien garnis à ce niveau-là. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait entre si le partant va pas bien, on a vu le dernier départ de Flaherty, ça n'a pas bien fonctionné. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des risques actuellement. Je pense que c'est quand même un petit peu mieux que l'année dernière, Alain,
parce que tu me parlais de Lance Lynn, puis tout de suite, j'ai fait comme, ben, ça n'a pas de bon sens d'avoir fait confiance à Lance Lynn. Mais j'ai l'impression que ça pourrait être quand même suffisant pour passer à travers la première ronde. Là, après ça, lorsqu'on rentre dans des 3 de 5 ou éventuellement des 4 de 7, là, ça peut se compliquer davantage pour les Dodgers. Ceci étant dit, je l'ai mentionné, il y a peut-être des petites surprises intéressantes qui s'en viennent. Est-ce que Buehler, comme je l'ai dit, a retrouvé ses repères? Et est-ce que Ohtani pourrait donner un petit coup de main, un petit peu d'énergie en arrivant et est capable de lancer une coupe de manche ici et là? Ça reste à voir. Mais peu importe de quelle façon vous regardez ça, c'est fragile. Est-ce que ça ouvre la porte, Marc, à d'autres équipes? Et là, je parle en vue des séries éliminatoires parce que je regarde ce qui se passe, toi aussi d'ailleurs. Les Phillies ont leur défi à l'attaque. Bon, c'est un peu ordinaire. Baum vient tout juste de revenir. Je suis pas sûr. Et actuellement, si tu me demandais les deux équipes favorites là, pour se rendre jusqu'au bout, en tout cas jusqu'en série mondiale, j'hésiterais en deux équipes. Et ces deux équipes-là sont dans l'Ouest et ce ne sont pas les Dodgers. J'irais avec les Padres et les Diamondbacks. Puis tu sais, c'est ça qui est le fun, je trouve, c'est que là, la fin de saison nous permet là, de. En fait, ce que tu mentionnes est tout à fait vrai, c'est qu'aujourd'hui, là, en fait, mi-septembre, peut-on vraiment identifier une équipe dans la Ligue nationale qui dit elle s'en va jusqu'au bout? T'sais, les Phillies sur papier, je pense qu'on a une bonne équipe, mais on n'a pas démontré dans les dernières semaines qu'on est tous là. Alors, l'expérience des Diamondbacks l'année dernière devrait nous permettre de comprendre que ça peut être une surprise encore cette année. Les Padres peuvent être une surprise cette annne. Alors moi, je suis loin là évidemment, on est encore à une couple de semaines de faire nos prédictions, Alain, mais de série. Mais en ce moment, je veux dire, rappelle-toi au début de saison. Moi, je favorisais les Braves d'Atlanta. Les Braves seront peut-être même pas des séries. Est-ce que les Mets vont être capables de se faufiler puis faire ce que les Diamondbacks ont fait l'année dernière, parce que c'est un peu similaire comme situation. Ouais. Je trouve ça fantastique. J'aime ça. Je trouve ça le fun parce que là, ça crée vraiment une belle course d'ici la fin de la saison. Mais chaque équipe a ses défis et ça, c'est inévitable à ce niveau-là. Puis c'est le fun de voir cette course, surtout entre les Braves et les Mets de New York, qui va se faufiler. Et effectivement, les Padres, je pense que c'est une situation qui est peut-être plus avantageuse. On parle moins des Padres, puis petit à petit, sont en train de se faufiler. Il y a peut-être une équipe qui va effectivement répéter le genre de situation que les Diamondbacks ont réussi l'année dernière. Marc, tu parlais des Mets. Je m'excuse, là, on a perdu 2 matchs en fin de semaine contre les Phillies. Ouais. Coïncidence, Lindor était absent, a tenté de revenir et c'est inquiétant. Il y a des examens approfondis là, relativement à sa situation. Blessure au dos. S'il revient pas, Marc, je m'excuse, mais les carottes sont cuites. Écoute, il est le joueur de l'année chez les Mets. En fait, certains disent, bon, c'est beau Ohtani 50-50, puis effectivement, ça serait extraordinaire, ce serait le premier joueur de l'histoire. Mais la saison de Francisco Lindor est sérieusement considérée là, pour le titre de joueur le plus utile à son équipe. Et on l'a vu, là, c'est flagrant dans le rôle offensif, du même en défense, mais certainement dans le rôle offensif. Sa perte, elle est extrêmement lourde pour les Mets de New York. Écoute, c'est pas un gars qui est habitué d'être sur la liste des blessés, donc on espère, on se croise les doigts chez les Mets que ce soit évidemment mineur, mais effectivement. Et là, il retourne et il n'est pas à 100%, ça va être un autre dossier à suivre, là, mais il faut que les Mets et Francisco Lindor, si on va avoir le moindre espoir de se rendre en série. On n'a pas parlé des Brewers, ils sont assurés de faire des séries ou à peu près. Est-ce qu'on se prépare pour les séries ou si on joue pour éviter le premier tour chez les Brewers? Un peu des deux. Écoute, moi, si j'étais un gérant ou j'étais dans une organisation, je veux éviter le 2-3. Je sais que par le passé, les équipes qui ont le congé, ça va pas toujours bien parce qu'il y a un congé, mais je veux l'éviter. Tu peux pas dire, OK, les gars, on lève un petit peu le pied sur la pédale pour se préparer. Non, ça marche pas comme ça, le sport. On y va à fond, on va jusqu'au bout. Est-ce que tu peux prendre des décisions pour reposer des joueurs? Absolument. Mais sauf que les joueurs qui vont être là vont aussi avoir la pédale au fond. Moi, je pense que tu peux pas ralentir, surtout pas à 2 semaines des séries. Faut y aller à fond. Puis on n'a pas parlé assez des Brewers cette année. Pat Murphy, chapeau. Tu sais, je veux dire,
Rien nous laissait croire une telle saison avec la perte des lanceurs. Yelich blessé pour la saison. Je veux dire, ils ont eu leur part de défis. Tu sais, on parle beaucoup des Braves qui se sont écroulés, mais les Brewers ont eu leur part de défis. Et pourtant, ils ont continué à gagner de façon, non seulement de façon constante, mais écoute, ils n'ont jamais été, je dirais pas pris au sérieux, mais personne a passé proche finalement à les rattraper, là. Oui, dans la section centrale, une section qu'on disait très compétitive quand ça a commencé. La déception à mes yeux, c'est peut-être les Reds de Cincinnati, Marc, qui ont joué en deçà de leur niveau de jeu. Tu regardes le différentiel, là, ils devraient avoir une meilleure fiche qu'ils ont présentement. Je pense que ça va aller mieux l'année prochaine. Mais chez les Brewers de Milwaukee, écoute, on est pas loin, on est dans la course pour éviter ce premier tour. Mais tu sais, oui, tu as raison. On a parlé, surtout dans la nationale, des équipes qui ont évité ce 2-3 et qui se sont fait éliminer. Mais il y a des circonstances qui ont fait en sorte que ces équipes-là étaient vulnérables. Donc, tu sais, c'est pas parce qu'on a évité le 2-3. On a parlé des Dodgers, Marc, 2 fois sortis. Ben, 2 fois, on est entré en série en se grattant la tête à savoir qui était pour lancer des manches de qualité. Et c'est comme ça peut-être qu'on va amorcer des séries de 2024. Je sais pas si c'est à peu près la même évaluation que tu en fais, là, de ce 2-3. Mais je pense qu'il faut mettre les choses dans leur perspective, là. Non, tu as raison. Puis n'importe qui va vous dire qu'on veut nos journées de congé, là. Puis alors, ce que tu dis est tout à fait vrai, c'est-à-dire que tu veux entrer en série avec la meilleure situation possible autour de toi. Alors, c'est sûr que si tu as des joueurs blessés, si ça va pas bien du côté des partants, ou si tu frappes pas, il y a des équipes en ce moment qui tombent à plat là, en attaque. Je m'excuse, mais c'est pas parce on commence une nouvelle saison, entre guillemets, là, des séries, que soudainement, on va retrouver tous nos repères. Encore une fois, je reviens aux Diamondbacks l'année dernière. On les a vus finir très fort. Ils étaient en confiance. La confiance fait foi de tout. Si tu entres en série sans doute, sans avoir de doute dans ta tête, c'est probablement cette équipe-là qui va réussir à passer, là. Oui, tout à fait. Ben, écoute, Marc, ça nous amène à la question de la semaine, qui est présenté par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voitures et de camions classiques et antiques. On vous invite à consulter le www.sylmar.ca. Mais la question, c'est fort simple. Est-ce que la situation des lanceurs chez les Dodgers est préoccupante? On s'est arrêté un peu là-dessus en début de balado. On vous invite à vous prononcer sur notre site Internet. Vous pouvez aller sur comptecomplet.ca ou notre site Compte Complet qui est disponible sur notre page Facebook. OK, Alain, alors maintenant, c'est le temps de souligner notre partenaire principal, Plan de Match, qu'on remercie d'ailleurs. C'est quoi Plan de Match? C'est cette boutique de baseball à Boucherville, donc boutique où il y a tout l'équipement nécessaire, cage de frappeur, lance-balles pour privé, boutique en ligne également. Alors, Plan de Match, c'est l'endroit pour le baseball, évidemment. Et la meilleure manière de nous rejoindre pour notre balado Compte Complet, c'est via notre site internet www.comptecomplet.com. Bon, on va changer de ligue, Marc. On va parler de la Ligue américaine. Moi, j'ai suivi de très près la série en Baltimore et Détroit au cours de la fin de semaine. Et avec la série des Yankees contre les Red Sox, là, ça va être difficile pour Baltimore d'aller chercher les Yankees de New York. Faut bien le mentionner, là. Les Yankees, ça va très, très bien, tandis que les Orioles, Marc, ça va prendre une étincelle à quelque part, parce que je vois pas une équipe très, très vivante. On n'a pas marqué de points contre, faut bien le mentionner, une équipe qui va bien, les celles des Tigers. Oui, exact. Moi, ils sont à plat, les Orioles. Ils sont à plat. Est-ce qu'on a le temps encore de revenir et de trouver nos repères, surtout en attaque? Mais on sent une baisse d'énergie. Je ne sais pas si c'est de la fatigue, je ne sais pas si le calendrier nous rejoint. Tu sais, on parle souvent des fameuses journées d'été du mois d'août. Est-ce que là, ça a frappé les Orioles plus en septembre? Mais on est à plat. J'écoutais même des matchs, les commentateurs des Orioles le mentionnent aussi. C'est pas la même équipe, on n'exécute pas aussi bien. Est-ce qu'il reste suffisamment de temps pour, je dis pas pour rejoindre les Yankees, mais certainement pour arriver en série avec disons, un meilleur état d'esprit ou meilleure confiance? Oui, mais il faudrait commencer bientôt. Alors, c'est vraiment la situation du côté des Orioles de Baltimore. Mm-hmm. J'aime ce que je vois des Yankees. Je trouve qu'on a de la vie, on gagne des matchs serrés, on gagne des matchs à haut pointage.
Torres fait pas un mauvais travail. On parle beaucoup évidemment de Judge, de Soto, mais force est d'admettre que Torres est quand même fait des choses de la bonne manière. Il y a des défis chez les Yankees, c'est pas parfait. Je regarde la sortie de Garrett Cole. C'est pas le Garrett Cole qu'on a déjà connu. Je suis pas nécessairement le plus grand partisan de la relève des Yankees de New York, mais c'est une équipe qui, en ce moment, à l'aube des séries, là, pourrait probablement être parmi les favorites là, dans la Ligue américaine. Ouais, écoute, en ce moment, je te dirais, si tu demandais de parier, ce serait les Yankees en série mondiale. Ils ont gagné 3 matchs sur 4 contre les Red Sox de Boston. Le match qu'ils ont perdu, c'était Garrett Cole qui était au monticule. Puis je veux t'entendre sur une stratégie utilisée en début de match par Garrett Cole contre Rafael Devers. Devers, c'est le Ji-Man Choi d'aujourd'hui face à Garrett Cole. Bon, Ji-Man Choi qui faisait ce qu'il voulait contre Cole. Et Devers, c'est à peu près la même chose. Et là, on est en 4e manche. Cole n'a pas accordé un seul coup sûr. À sa première présence, Cole a atteint Devers. Ça n'a pas plu au gérant des Red Sox de Boston, compte tenu des succès de Rafael Devers contre Garrett Cole. Et là, but sur balle intentionnel, un retrait. Il n'y a personne sur les buts. Comme je le mentionnais, pas de coup sûr accordé. Tu es en 4e manche. Ça a ouvert la porte, Marc, à une grosse manche, puis on a perdu. On a perdu ce match-là. Puis Cole, après le match, évidemment, ça, il faut lever notre chapeau à Garrett Cole. C'est pas la langue de bois. Tu vas avoir une réponse honnête si tu lui poses une question, puis il l'a dit, regardez, visiblement, ça n'a pas marché, c'est une erreur. Moi, écoute, tous les frappeurs supplémentaires, Marc, on le mentionne tellement souvent dans nos reportages, tous les frappeurs supplémentaires que tu affrontes en début de match sont susceptibles de vous exploser en plein visage plus tard parce que vous allez affronter à nouveau les frappeurs redoutables plus vite qu'on est supposé. Là, c'est ça qui est arrivé, là, parce que là, c'est dans cette manche-là qu'on en a profité. Ouais. Puis, je te dirais même, Alain, ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça parce que de voir un gars qui maîtrisait très bien la situation, là, Garrett Cole à ce moment-là, si lui-même qui fait signe 4 va ton premier but, tout le monde s'est regardé, c'est-tu bien ça qu'il veut faire? Tu comprends? Il y a comme une énergie qui se déplace du côté des Red Sox. Hey, attends un petit peu, là. Y a-tu vraiment peur de Rafael Devers? Il veut vraiment pas l'affronter. On va lui faire payer le prix. Tu comprends? Il y a comme cette motivation additionnelle de dire, il faut qu'il en paie le prix. Et là, ben, il en a payé le prix. Alors, c'était très surprenant. Très, je veux bien croire que statistiquement, Devers domine, mais quand même. Tu sais, je veux dire, dans le pire des cas, il va te frapper un circuit en solo, là. Ça va être 1-0. Non, mais tu comprends? Fait que ça m'a beaucoup surpris d'un gars qui semble vouloir, tu sais, semble toujours vouloir aller à la guerre. Tu sais, c'est un gars qui veut, là, ça m'a vraiment surpris. Moi, ça m'a inquiété par, bon, est-ce que c'est son manque de confiance? Tu sais, si Garrett Cole est en pleine possession de ses moyens, Alain, installe-toi, Raphaël, là, puis on va avoir un beau duel. Mais là, de l'envoyer au premier but de la sorte, ça a changé la dynamique du match. C'est bizarre comme situation. Ça n'est pas Garrett Cole. Il en a payé le prix. Les Yankees ont perdu le match. Et c'est probablement, évidemment, quelque chose qui ne se répétera plus dans le cas de Garrett Cole. Il faut apprendre de ça. Mais c'était extrêmement surprenant. Puis tu l'as dit, Alain. Oui, il y a des conséquences parce que là, tu ajoutes des frappeurs, mais il y a aussi des conséquences sur la situation dans laquelle il s'est retrouvé, la décision qu'il a prise. Et je suis convaincu que ça a été une tournure importante dans le match. Écoute, je vais tourner ce que tu viens de dire dans un autre sens, puis je pense que tu vas acquiescer. Garrett Cole, quand on l'a embauché, là, c'est pour être le partant numéro 1 de l'équipe, d'être celui qui va être là dans les moments importants, celui qui va mettre fin à des séquences de défaites, celui que tu veux avoir là quand ça compte. Puis, tu sais, tu t'envoies à la guerre, c'est lui qui est en avant, là. Et là, c'est ton guerrier numéro 1 qui dit, dans ce moment-là, bon, les buts n'étaient pas remplis, mais c'est quand même, tu sais, regarde, j'ai le meilleur devant moi, là, finalement, je vais mettre mon pied à terre, puis je vais tout faire pour le retirer. Moi, c'est le message que ça a lancé. Ben, c'est pour ça que je te dis, je pense, dis peut-être autrement, mais ça rejoint ce que tu viens d'élaborer, là. Ben, c'est carrément ça, là. C'est le message, c'est pas bon, puis moi, je suis dans l'abri des Red Sox. Hey, les gars, faites quelque chose, mais là, faut qu'ils payent, faut que Devers vienne marquer juste, tu comprends, juste par cette situation-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a des affaires, tu sais, dans le baseball, Alain, où on se fait des statistiques, c'est correct, on a des décisions, on prend, puis ça va. Mais, faut jamais négliger
l'aspect psychologique, l'aspect motivation qu'une décision peut prendre sur l'adversaire. Puis ça, tu peux pas le calculer. C'est un lanceur domine, hein, puis il a dit, après 7 manches, il a donné un coup sûr, mais il est rendu à 90, 95 lancés, ou peu importe. Tu sais, puis tu l'enlèves. Peu importe le gars qui s'en vient, là, l'équipe vient de reprendre de l'énergie. OK, lui, il nous a eu aujourd'hui, là, le prochain, on va l'avoir. Pas des décisions parfois comme ça. Alors, dans le cas de Garrett Cole, c'est évident que c'est arrivé. Puis tu l'as dit, moi, j'ai bien aimé sa réaction. C'est épouvantable comme décision. Finalement, ça n'a pas marché. La prochaine fois, ça va être différent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Garrett Cole n'a pas la confiance de Garrett Cole habituel. Puis ça, ben pour les Yankees, c'est pas la situation idéale. Oui, c'est comme tu l'as mentionné très bien, dans l'abri et des Yankees et des Red Sox, ça a probablement eu une influence. Là. Ouais. On va parler des Astros de Houston, Marc. Tu les vois très dangereux, même que ce soit avec ou sans Justin Verlander. Moi, Verlander, honnêtement, bon, depuis son retour au jeu, tu sais, c'est pas le Verlander. Moi, oui, il faut considérer l'attaque. C'est pas une relève qui me fait grande confiance encore non plus, là, parce que bon, Hader va bien, mais il accorde sa part de points quand même. Ouais. La brio est pas parfait. Il y a des défis là aussi. Mais je regarde l'attaque. Tu sais, je veux dire, bon, Alvarez est là évidemment. Bregman, on sait qu'en série, il va lever son jeu d'un cran. Altuve, j'ai pas besoin de vous nommer toute cette équipe-là. Mais ça a pris du temps cette année. C'est pas parti fort du côté des Astros pour d'autres défis, évidemment. Et là, on arrive dans un contexte où ils sont habitués. On arrive en fin de saison. On est évidemment en première place. On va être des séries. S'il y a une équipe qui a de l'expérience en série, ce sont bien les Astros de Houston. Moi, c'est une équipe que je craindrais en série. Absolument. Puis Verlander, tant mieux, honnêtement, s'il donne quelque chose de bien, mais je suis pas sûr que tu vas gagner cette année la Série mondiale en ayant... Ouais. Idéalement, tu aurais un Verlander qui soit son meilleur. Mais là, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence, Alain, que ce que Verlander te donne actuellement, qui va lancer 5 manches, qui va lancer 92 000 à l'heure, ça va être ça. Je pense pas qu'on va revoir le lanceur dominant qu'on a vu au cours des dernières années. C'est juste qu'à un moment donné, l'âge te rattrape. Oui, d'ailleurs, Blanco était le lanceur partant en fin de semaine. C'est lui qui avait été tassé au retour de Verlander. En tout cas, j'ai hâte de voir quelle sera la décision des Astros. Mais présentement, dans un 2-3, c'est pas Verlander qui lancera un des 3 matchs. Non, absolument. Je t'entends sur la centrale, Marc. Moi, je pense que les Twins, actuellement, c'est l'équipe la plus dangereuse des 3, avec le retour de Buxton, de Correa et Lewis qui est en santé. C'est peut-être même l'équipe la plus dangereuse à l'attaque de la Ligue américaine quand ces 3 gars-là sont dans la formation. Tu regardes de 1 à 9, whoopalaï, c'est pas la même équipe. Oui et non. C'est sûr que si Buxton, Correa reviennent, mais là, dans quelles circonstances vont-ils revenir? Tu sais, est-ce que ça va leur prendre 2 semaines à retrouver leur repère? Bon. Parce que moi, j'ai trouvé les Twins très inconstants toute l'année. Oui. Tantôt très bon, tantôt très mauvais. Différentiel de quoi? Plus 30, alors que Kansas City est à plus 100. Tu sais, je suis pas convaincu. C'est une bonne équipe. Sur papier, ça peut être très dangereux avec surtout l'ajout des 2 joueurs que tu as mentionnés. Tu sais, Pablo Lopez lance comme il est capable de lancer. On a un releveur numéro 1 bon, on a bien des bons éléments. Mais j'ai pas senti une équipe constante. Est-ce qu'on peut finir fort? Est-ce qu'on peut être dans une vague où soudainement là, tout va bien? Absolument, c'est fort possible. Mais c'est une équipe qui va atteindre les séries. Ce sont les Tigers qui sont à surveiller, évidemment, dans le dernier droit. Ironiquement, on joue très bien depuis l'absence de Javi Baez. Je ne veux pas tomber sur je veux pas taper de clou sur Baez, mais je pense que les Tigers ont une meilleure équipe sans Javier Baez. Absolument. Marc, un dernier mot sur Derek Bender. C'est un gars qui aurait probablement jamais joué dans le baseball majeur. Il était dans une des filiales des Twins au niveau A. A été libéré à la suite, du étourderie. Je ne sais pas comment tu peux le qualifier. C'est que à la fin, de la saison, t'es receveur. Je vois pas si souvent que ça. T'es tanné que la saison finisse et il disait aux adversaires le tir qui s'en venait.
As-tu déjà vu ça? Quelque chose qui ressemble à ça, Marc? Ben, écoute, on a déjà eu des doutes. Moi, j'ai déjà vu ça, là. On menait des lanceurs qui se faisaient un peu connus. On a eu des doutes, mais bon, qui ont jamais été, là. Il n'y a pas eu de preuves, puis c'est passé comme dans du beurre un peu plus tard. Mais là, de le voir de cette manière-là, non. Écoute, les saisons des ligues mineures, surtout si ce n'est pas un joueur régulier, ils sont longues. T'es tanné, tu veux t'en aller chez vous. Le problème, c'est que tu as un uniforme sur le dos. Puis combien de temps, est-ce que tu veux garder ton uniforme sur le dos? Est-ce que tu veux poursuivre? Est-ce que tu te dis, ben là, je vais m'en aller cet hiver, je vais m'entraîner, je vais aller dans une école de frappeur pour revenir au printemps puis être un joueur transformé? C'est souvent le cas lorsqu'un joueur connaît une mauvaise saison, tu espères juste que l'équipe te garde puis tu reviens. Mais dans ce cas-ci, c'était un peu désespéré, là, de dire, là, je suis tanné, là, puis je vais dire aux autres frappés qu'on s'en aide d'ici. D'ailleurs, les Twins l'ont remercié, évidemment. Ça va mettre fin à sa carrière, mais assez spécial. C'est pas une première, Marc. Dans les années 70, il y a un receveur latino-américain qui avait été banni à vie pour avoir fait la même chose, mais strictement aux joueurs latino-américains. Donc, ça se faisait en espagnol. Bon. Puis, à un moment donné, ben, il y a peut-être quelqu'un qui s'est aperçu qu'il y avait peut-être quelque chose qui se passait. Ça nous amène à la carte de la semaine, Marc. Il y a un lien. La carte de la semaine, bon, c'est une présentation de Carte Trait d'Union. Dépôt.ca, c'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives. Plus de 14 000 articles disponibles sur eBay. David Bresnahan, tu as peut-être déjà entendu parler de lui, Marc. Bon, quiconque a suivi le baseball un petit peu dit « Ah, oui, il me semble, j'ai entendu son nom. » Bon, première des choses, son grand-oncle au temps de la renommée. C'est un receveur, bon, ça fait un bon petit moment, là, on parle de presque 100 ans. C'était le premier à porter son grand-père, à David Bresnahan, qui était Roger, à porter des protecteurs pour les jambes. J'ose pas imaginer l'état des tibias des receveurs avant ça, mais ça, c'est une autre histoire. Bon, David Bresnahan jouait pour Williamsport en 1987 dans la Ligue Eastern. Joue pas si souvent que ça. Il a poussé que son avenir et regarde. Et là, il y a eu une idée de fou à un moment donné. C'est qu'il a décidé, pendant une manche, et ses coéquipiers étaient au courant. Il y pensait, il en a discuté, et ses coéquipiers disaient oui, c'est une bonne idée. Puis finalement, l'idée c'était quoi? Ben, d'utiliser une pomme de terre épluchée, vous comprendrez, et de la lancer sur les sentiers alors qu'il y avait un coureur au troisième but. Et évidemment, de retirer évidemment le coureur avec la bonne balle. Et la situation est arrivée. Marc, tu vas aimer de la façon que c'est arrivé parce que quand le match en question est survenu, il fallait qu'il y ait un coureur au troisième. C'était la situation. Et là, il y avait un coureur au deuxième, un retrait. Et là, il a demandé au lanceur, vas-y avec des tirs à effet au coin extérieur pour un roulant au deuxième but. C'est exactement ce qui est arrivé. Donc, le roulant au deuxième but, tu aurais adoré ça, puisque le coureur a avancé au troisième. Vraiment qu'il y avait un retrait. Peut-être que ça, tu aurais moins aimé. Mais toujours est-il que le coureur s'est retrouvé au troisième. Et là, ben, écoute, là, quand c'est arrivé, il a dit à l'arbitre, faut que je change de gant, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Fait qu'il est retourné, il est revenu avec un gant un peu plus grand dans lequel se cachait la pomme de terre. Ça fait que là, le tir suivant touche le sol, le bloque, et là, il lance au troisième. Le plan, c'était de lancer par-dessus la tête du troisième but. Non, écoute, le relais était presque parfait. Il dit, si le coureur au troisième but ne plonge pas, je l'atteins. Donc, écoute, il était chanceux, il l'a atteint, puis là, ben, le troisième but était au courant. Donc, il a fait ce qu'on appelle au football un geste d'alligator, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait grand-chose. La balle s'est retrouvée au champ gauche. C'est un latino qui était là, qui n'était pas trop au courant de ce qui se passait. Et finalement, ben, on a retiré, entre guillemets, le coureur. Et c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et effectivement, bon, 2 jours plus tard, on l'a remercié. Et on l'a honoré, Marc. On l'a honoré. On a retiré son numéro à Williamsport. Écoute, moi, à mes yeux, c'est un des faits les plus cocasses auxquels j'ai assisté dans le monde du baseball. Là. C'est au niveau 2A que ça s'est fait. C'est pas dans une ligue de garage. Mais, tu sais, le gars, il voulait laisser son nom. Je pense qu'il l'a fait de façon amusante, sans trop discréditer le baseball. Puis il a dit, oui, j'ai un certain respect pour le baseball, mais il dit, rendu où j'étais, je pouvais plus reculer après en avoir parlé autant à mes coéquipiers. Je sais pas, Marc, c'était quelque chose de cocasse du genre à raconter, là, mais... Non, ben ça, écoute,
je veux dire, ça, ce sont des joueurs qui savent que ça va être terminé après, là. Ben oui. Mais, tu sais, oui, écoute, on en a vu des choses, là, des choses cocasses. Ouais. Mais ça, là, m'a dit d'y avoir pensé, puis d'exécuter le plan, là, je veux dire, là, fallait être assez osé. David Bresnahan avec Williamsport, donc c'est la carte de la semaine en 1987 par ProCard. C'est la carte numéro 1392. Parce qu'on faisait des cartes des ligues mineures. Au total, Marc, c'était 2800 cartes qu'il y avait cette année-là. Il y avait plus d'équipes de ligues mineures à cette époque, faut bien le dire. On a retranché plusieurs équipes, là, mais ça en faisait du monde qui jouait dans les pros à ce moment-là. David Bresnahan, chapeau. Les Capitales de Québec, Marc, si c'est pas la meilleure organisation de baseball indépendant, je sais pas où c'est. Là, on vient de remporter un 3e titre dans la Ligue Frontier. Ma foi, c'est vraiment impressionnant ce qu'on a réalisé avec une direction toute québécoise et on a fait des efforts pour inclure des Québécois dans la formation qui ont été d'ailleurs des rouages importants dans ce titre. Ben écoute, c'est extraordinaire, Alain, ce qui s'est déroulé à Québec au cours du dernier week-end. 3e championnat de suite. En fait, ça fait 3 ans. Si on enlève l'année COVID, là, ça fait 3 ans que les Capitales sont dans la Ligue Frontier et c'est 3 championnats. Écoute, ils avaient reçu le match des Étoiles cet été en grande. Tous les propriétaires des équipes étaient là. Les joueurs, évidemment, du match des Étoiles, ça a été un succès complètement fou. Et ça s'est poursuivi, évidemment, avec ces séries. Écoute, toutes les séries, les 3 championnats là, se sont terminés souvent les victoires en arraché, en dernière manche. Encore une fois, Anthony Quirion, qui a été très, très bon dans le match du vendredi soir, a été le héros dans le match du samedi soir. Une organisation de première classe qui, écoute, tu l'as dit, toute québécoise. Bravo à Michel Laplante et à Charles Demers, qui est le directeur général. Patrick Scalabrini, qui devient probablement un des entraîneurs, non seulement les plus extraordinaires, mais qui a une réputation aujourd'hui d'un vrai gagnant. C'est un gars, un rassembleur. C'est lui aussi qui va faire en sorte qu'on se retrouve avec des joueurs de qualité. C'est pas toujours facile dans les ligues indépendantes d'agir de la sorte. Alors, vraiment, du très, très grand baseball. J'étais au match de vendredi, Alain, et c'était une ambiance que j'avais jamais vue. C'était bruyant comme jamais. C'était extraordinaire. Les gens de Québec, bravo de l'appui que vous donnez aux Capitales de Québec. Vous êtes un peu chanceux, les gens de Québec, les gens de Trois-Rivières. Vous avez un stade, vous avez une infrastructure. On aimerait bien à Montréal en avoir une. Je dis à Montréal, dans la grande région de Montréal. Et il faut que les gens puissent vivre ça. Je sais que vous voulez du baseball majeur, puis j'aimerais ça aussi d'avoir du baseball majeur, mais d'avoir un stade de 3-4 000, pas plus, là, tu sais, puis d'avoir quelque chose de le fun avec l'été qu'on a aujourd'hui, les étés, la qualité de la température, en fait, au cours des derniers étés. C'est ça il faut rechercher ça. Alors, on n'a pas évidemment de stade, malheureusement. C'était un peu triste avec toute l'histoire du baseball dans la grande région de Montréal. Ça part des Royaux évidemment jusqu'aux Expos. Mais tu sais, d'avoir un succès comme ça pourrait amener éventuellement là peut-être une franchise, mais tu sais, je sais qu'on vise haut, mais avec la rivalité qu'on pourrait créer avec Québec, Trois-Rivières, Ottawa et tout le reste des équipes de la Ligue Frontier, je trouve ça, je pense que ça serait un naturel. Alors, bravo à l'organisation, bravo à Anthony Quirion, David Glaude qui faisait partie de la formation, en fait, Marc-André Lebreu, Jonathan Lacroix, il y a plein de Québécois à l'intérieur de cette équipe-là. Et évidemment, géré par Patrick Scalabrini, entre autres choses. Alors, vraiment une très, très belle organisation, celle des Capitales de Québec. Je veux juste souligner, Marc, les Québécois qui font partie de l'équipe, ce ne sont pas des figurants. Ils sont là parce qu'ils méritent d'être là. Et ce sont des rouages importants de cette formation-là. Ils ont fait leur classe ailleurs avant. Bon, le jeune Lebreu, on l'a eu en entrevue l'année passée, Marc, après son tournoi dans la NCAA, fait exactement la même chose qu'il faisait quand il était à l'université, c'est-à-dire qu'il se rend sur les buts, fait son travail, pas de façon spectaculaire, mais encore efficace, Marc. Et puis, tu sais, je regardais en fin de semaine, les 25 de Boston ont rappelé un lanceur. Ils ont utilisé 2 lanceurs cette année qui ont lancé dans les ligues indépendantes.
Tu sais, Cam Boozer étant un de l'autre, ils en ont un autre gaucher là, dont le nom m'échappe, mais ça fait 2 joueurs issus du baseball indépendant qui ont atteint le baseball majeur. Et compte tenu de la réforme dans le baseball professionnel, c'est pas exclu qu'il y en ait d'autres. Ah, écoute, il va y en avoir d'autres, c'est évident, là, d'ailleurs. Tu sais, je regarde la qualité du jeu, Alain, probablement, c'est un spectacle qui est extraordinaire. C'est de grande qualité. Ouais. Est-ce qu'il y a des erreurs? Absolument. Est-ce qu'il y a des erreurs dans le baseball majeur? Oui. Ben oui. Mais tu sais, il y a des lanceurs qui lancent 96, 97 régulièrement. Il y a des releveurs qui vont lancer même jusqu'à 99 000 à l'heure. C'est vraiment du baseball de grande qualité qui se joue. Puis, tu l'as dit, moins d'équipes affiliées aux équipes du baseball majeur, plus de bons joueurs qui se retrouvent libres comme l'air. Alors là, c'est le travail d'un Patrick Scalabrini, d'un Charles Demers, d'un Michel Laplante, qui dit, hey, on va aller chercher, on a besoin d'un deuxième but. Et là, si tu crées un réseau partout, puis tu sais, évidemment, les capitales sont même allés piger à Cuba, même en Asie. Alors on va, puis là, ben, tu trouves une solution pour amener une équipe qui a de l'allure sur le terrain, puis là, tu arrives avec un 3e championnat. Alors, la qualité du baseball augmente, et ça, ben ça, il y a personne qui va se plaindre de ça. Ajouter, évidemment, au charme de la ville de Québec et du stade Canac à Québec, ça a créé, c'est une recette qui est parfaite et bravo encore une fois à toute l'organisation. Mais j'aurais aimé voir bien des gens de Montréal qui ont peut-être un petit peu les moyens aussi de vivre ça et de dire, hey, ça serait le fun d'investir. C'est sûr que ça prend un stade, Alain, mais on parle pas d'un stade de 25 000, là. C'est personne. C'est un stade de 3-4 000. C'est sûr que ça joue dans les 25-30 millions, c'est pas donné. Mais il me semble que le sport, ce sport-là, en aurait drôlement besoin. Ça va très bien dans le baseball amateur, soit dit en passant. Là, on approche les 40 000 jeunes qui jouent. Puis imaginez si on ajoute. Et en passant, la région de Québec est une des plus populeuses. Autrement dit, là, il y en a des joueurs de balle dans la région de Québec. C'est pas étranger au succès, évidemment, des capitales. Ah ben, il y a une grande tradition de baseball à Québec, ça aussi, faut bien le dire. Bon, c'est le temps de l'horaire de la semaine. L'horaire de la semaine présenté par la boutique des fans, c'est votre boutique de cartes sportives et d'objets de collection à Hawkesbury, en plus de vous offrir des cartes Pokémon, Magic the Gathering et des figurines Funko Pop. On vous invite à consulter laboutiquedesfans.ca. 3 matchs. Un autre duel brave Dodgers, c'est ce lundi à compter de 19h. Mercredi, c'est un duel de la section centrale de la Ligue américaine très important entre les Guardians de Cleveland à domicile contre les Twins du Minnesota à 18h30. C'est le seul des 3 qui est disputé, qui est présenté, dis-je, à RDS et 2 autres à RDS 2. Et dimanche, c'est un duel entre les Phillies de Philadelphie et les Mets de New York, du domicile des Mets. Comme à chaque dimanche, ce sera compté 19h. Ce sera le dernier dimanche de la saison régulière. Les Mets va être très important à la veille d'une série très importante contre les Braves d'Atlanta. J'espère que ce balado vous a plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien. À très bientôt. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville, fier partenaire de votre passion.